Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique, c'est sur la 90.3 iRadio. Tous les samedis, Oumou Kalsoumba décrypte avec un expert toutes les informations économiques nationales et internationales. Business Mag, c'est aussi des reportages, des dossiers, des portraits et bien sûr le round-up hebdomadaire de l'actualité économique et des hydrocarbures. Tout ce qu'il faut pour saisir les enjeux d'un monde qui bouge. Business Mag, c'est tous les samedis de 11h10 à midi. Rendez-vous est pris avec Oumou Kalsoumba dans votre émission Business Mag, le magazine économique de la 90.3 iRadio, ici et ailleurs. Serigne Mboup, directeur général de la SAR, j'écoute Business Mag avec Kalsoumba sur iRadio. Serigne Momar Dieye, directeur de Halogène et président de l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique. Donc j'écoute Business Mag avec Kalsoumba sur iRadio 90.3. Docteur Macoumba Diouf, directeur de l'horticulture, j'écoute Business Mag avec Kalsoumba sur iRadio. Je suis juriste spécialisé en gouvernance des ressources extractives. Je suis l'animateur de l'Observatoire national pour le respect des droits humains dans le secteur extractif, membre de la coalition Publiez ce que vous payez Sénégal. J'écoute Business Mag avec Kalsoumba sur la 90.3 iRadio. Guy Kouet, président du Centre africain de veille et d'intelligence économique en abrégé CAVI. J'écoute Business Mag sur la 90.3 iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs, avec Oumou Kalsoumba. Demba Seydi, coordinateur régional Afrique de l'Ouest francophone de Publier ce que vous payez. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Oumou Kalsoumba. Adam Awad, je suis directeur de publication de Financial Afrique. J'écoute Business Mag sur iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs, avec Oumou Kalsoumba. Bokarsi, directeur général de la BHS et président de la PBF. J'écoute Business Mag sur iRadio avec Oumou Kalsoumba sur la 90.3. Les États-Unis d'Amérique, en passe de se réconcilier avec l'Afrique, le pays de l'oncle Sam souhaite investir plus dans le secteur privé du continent. Est-ce une stratégie pour contrecarrer la Chine, partenaire stratégique de l'Afrique? Justement en Afrique, notamment au Sénégal, l'insertion professionnelle des personnes avec un handicap, une problématique. Est-ce que le dispositif mis en place par l'État du Sénégal en termes d'emploi en faveur de cette couche vulnérable est performant? Sinon, peut-il le devenir davantage? La formation, l'éducation et l'intégration des personnes avec un handicap, autant de questions qui seront abordées ce samedi 22 juin 2019 de 11h10 à 12h dans Business Mag avec Abdoulaziz Sy, directeur général adjoint du groupe Subdeco Dakar et vice-président de la Chambre de commerce américaine au Sénégal. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique de la 90.3 iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs, avec Oumou Kalsoumba. Merci d'être à l'écoute de la 90.3 iRadio. Merci de regarder aussi ITV Canal 15 sur la TNT. Désolé pour ces quelques minutes de retard, indépendant de notre volonté. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Notre thème du jour, l'insertion professionnelle des personnes avec un handicap, enjeux et défis au Sénégal. Pour en parler, Business Mag reçoit Abdoulaziz Sy, directeur adjoint du groupe Subdeco Dakar, vice-président de la Chambre américaine de commerce du Sénégal. Bonjour Monsieur Sy. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Madame Ba, merci de m'avoir invité. Plaisir partagé. Donc, nous allons démarrer par l'actualité. Les 18 et 19 juin, Maputo, la capitale mozambicaine, a abrité la 12e édition du sommet Afrique-États-Unis d'Amérique. Le représentant du président Donald Trump, la sous-secrétaire aux affaires économiques Karen Dunn, a annoncé que les États-Unis souhaitent investir plus en Afrique, notamment dans le secteur privé. Alors, est-ce que c'est une opération de réconciliation entre l'Amérique et l'Afrique? Car on le sait, comme on même d'ailleurs oublié la célèbre phrase de Donald Trump qui traitait les pays africains de shit countries. Désolé, c'est l'expression moins vulgaire en anglais, mais c'est la réalité. Écoutez, pour être honnête, je ne pense pas. Je pense que les États-Unis ont toujours investi en Afrique, de manière générale. Le sommet dont vous parlez, c'est le Business Summit. C'est un sommet
qui concerne surtout les hommes d'affaires, qui est différent du Africa Leadership Summit, comme l'avait organisé le président Obama lors de sa venue en Égypte. Tout le monde se souvient encore de ce sommet-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis sont quand même l'un des premiers investisseurs en Afrique. Plus que la Chine, puisque souvent on compare ces deux mastodontes économiques. Pour vous donner une idée, les investissements directs à l'étranger des États-Unis dépassent largement ceux de la Chine et les États-Unis sont en tête justement des investisseurs. Par contre, pour les relations commerciales, import-export, ils sont effectivement derrière la Chine. Mais pour les investissements structurants dans l'économie, pour créer des emplois, les États-Unis restent encore un partenaire essentiel économique de l'Afrique et du Sénégal également. Oui, mais on sait qu'en ce moment, c'est un secret de polichinelle, il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Peut-être qu'à travers ce sommet, la représentante de Donald Trump dit que les États-Unis vont investir davantage. Est-ce que c'est pas quelque part pour contrecarrer la Chine qui leur dame le pion en termes de collaboration commerciale? Alors, non, c'est clair que l'Afrique suscite un intérêt économique important à travers ses ressources naturelles. Le fait également qu'il y a une population qui grandit très rapidement. Nous serons plus d'1 milliard, nous sommes déjà 1 milliard, nous serons 2 milliards en 2050, donc ça attise beaucoup d'intérêt. Et les grandes puissances se disputent les marchés et essaient de s'imposer sur notre continent. Ça, je le comprends parfaitement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut diversifier ses partenaires économiques, ne pas s'engager uniquement avec un ou deux et pouvoir servir nos intérêts propres. Je pense que c'est ça c'est la question qui est importante, c'est celle-ci, c'est de pouvoir profiter de chacun de ses partenaires de la meilleure manière qui soit. Et je pense que les nouveaux dirigeants, la classe dirigeante de notre continent commence à comprendre. Rappelez-vous que nous sommes en train de nous débarrasser progressivement de nos dictateurs. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de pays où maintenant des dirigeants jeunes sont arrivés au pouvoir avec une nouvelle approche des relations commerciales, avec des nouvelles intentions. Quand je pense à des pays comme l'Éthiopie, vous avez un dirigeant jeune, notre président Macky Sall qui est né après les indépendances, et beaucoup d'autres pays de la sous-région qui vraiment sont en train d'avoir du governance leadership vraiment intéressant. Et ce qui peut évidemment susciter des intérêts de la part de ces puissances-là. Voilà, parole de Abdoul Aziz Sy, directeur adjoint du groupe Subdeco. Vous êtes également le vice-président de la Chambre américaine de commerce du Sénégal. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire notre thématique du jour, l'insertion professionnelle des personnes. Alors, si vous le permettez, allez-y. Je dirais juste quelques mots concernant la Chambre de commerce américaine du Sénégal, puisque je reviens d'une mission à Bissau avec l'ambassadeur des États-Unis, qui était parti avec une forte délégation dont j'avais le privilège de diriger, d'hommes d'affaires, pour partir observer et analyser les possibilités d'investissement en Guinée-Bissau. C'est d'ailleurs une des premières fois où l'ambassadeur invite la Chambre de commerce américaine au Sénégal, qui est une organisation patronale qui existe depuis plus de 20 ans, qui dépend effectivement beaucoup de la section commerciale des États-Unis, qui est partenaire avec la Chambre de commerce et qui regroupe des entreprises, des multinationales américaines et sénégalaises dans tous les secteurs de l'économie, que ce soit la télécommunication, l'éducation, les banques, les assurances, les cabinets d'affaires. Et donc, c'est une organisation qui compte à peu près 70 membres. Pour vous citer quelques grandes entreprises présentes, Cosmos Energy, Cairns, les sociétés pétrolières, Citibank, Microsoft, IBM. Donc, pas mal de grosses multinationales qui sont avec nous. Et qui donc montre vraiment l'intérêt justement du monde des affaires américain au Sénégal. Et c'est d'autant plus intéressant que nous recevons de plus en plus de multinationales ou d'entreprises américaines qui viennent toquer à notre porte pour adhérer à l'AmCham parce qu'ils sentent
Et c'est eux qui viennent toquer à nos portes. Absolument. C'est intéressant alors. Et qui sentent vraiment l'intérêt appétissant du Sénégal. Je rappelle qu'on a 7% de taux de croissance ces 2 dernières années. Oui. Et avec l'exploitation de nos premiers barils en 2021, nous allons évidemment avoir un peu plus de taux de croissance et un peu plus de richesse, de création de richesse dans notre pays. Donc c'est effectivement un intérêt grandissant que nous avons, que nous ressentons en tout cas à la Chambre de commerce américaine pour notre pays. Bien, parfait alors pour le Sénégal. Voilà, absolument. Voilà, donc on va revenir dans notre thématique du jour, c'est-à-dire l'insertion professionnelle des personnes avec un handicap, enjeux et défis au Sénégal. Et pour camper le débat, nous allons faire la connaissance d'Ibrahima Ka à travers un portrait réalisé par Mohamed Kandji. Je ne vous en dis pas plus, nous allons écouter et revenir. 2 pneumonies à bas âge, une main droite sectionnée au cours d'une bagarre de famille et pour couronner le tout, un accident de la circulation qui lui a privé le plaisir de marcher. Cependant, collé sur son fauteuil roulant depuis plus de 20 ans, Ibrahima Ka est plus autonome que grand nombre de personnes bien portantes. Arrivé à Lompo-sur-Mer en 2007 avec 75 francs en poche, il est entré dans le cercle restreint des principaux acteurs économiques. Paraplégique et handicapé d'une main, Ibrahima tient dans l'autre 2 restaurants, une alimentation générale, un multiservice et le seul service de chaîne câblée du village. Une hyperactivité à cause de laquelle le natif de Kébémer ne se sépare jamais des 3 téléphones grâce auxquels il communique fréquemment avec ses 7 employés par un phrasé lent et un français soutenu, signe d'un cursus scolaire sans faute. Il a fait la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar après son baccalauréat en 1993 avant de réussir le concours d'entrée à l'école nationale de développement sanitaire et social. Parti pour devenir un technicien en génie sanitaire, Ibrahima a vu l'espoir de toute une famille s'écraser après son accident en 1997 de retour d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Négligé par les autorités sanitaires qui l'avaient pourtant sollicité, il aura la lourde tâche de payer tout seul ses frais médicaux pendant plusieurs années. Grâce à un mental qu'il considère comme sa plus grande force, Ibrahima arrive à vaincre tous les obstacles qui se sont placés sur son chemin. Même alité, je peux faire énormément de choses, a-t-il l'habitude de dire. Doté d'un esprit pétillant, ce Paul Bontin gère d'une main de maître son business. Le portrait de Ibrahima Ka fait par Mohamed Kandji. Mohamed Kandji, merci infiniment. Abdoulaziz, vous avez écouté avec attention le portrait. Ibrahima, un self-made man, on va dire, avec un handicap. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde au Sénégal. Absolument. Madame Barre, vous faites bien d'aborder ce sujet qui est une problématique qui nous intéresse au plus haut point, puisque nous nous posons toujours la question qui est de savoir, mais que deviennent les handicapés? Dans quelles entreprises de notre pays vous allez rencontrer un handicapé moteur, parce qu'il y a plusieurs formes d'handicap, par exemple, qui travaille et qui fait une prestation de service pour vous? C'est très très rare. Mais alors, où est-ce qu'ils sont alors? C'est la question que nous nous posons tous. Et nous, nous attachons vraiment à cette thématique une importance particulière, notamment à Subdeco, où nous allons bientôt créer une chaire RSE. Et dans la RSE, il y a effectivement un volet diversité important, parce que la diversité du genre, la diversité confessionnelle, la diversité sociale, mais il y a également la diversité du monde de l'handicap. Et je pense que nos gouvernants doivent associer de plus en plus le secteur privé sur l'insertion professionnelle de ces personnes handicapées. Parce que elles sont laissées pour compte. Et personne ne s'en occupe, personne ne leur permet de pouvoir accéder à une formation de qualité, une formation qui prenne en compte leur handicap. Et également de pouvoir leur permettre de pouvoir avoir une insertion professionnelle pérenne et qui leur permet d'être suffisants à eux-mêmes. Parce qu'un handicapé, s'il ne travaille pas, il ne reçoit pas de revenus, il va donc dépendre de quelqu'un. Donc l'avenir d'un handicapé supposons qu'il dès le bas âge devient handicapé, il est complètement noirci. Donc il n'a plus d'avenir. Et ça, c'est une question que, en tant que société qui tend vers l'émergence, nous devons poser ce débat clairement à l'Assemblée nationale, dans les organisations patronales, dans les organisations syndicales, et nous dire, voilà, mais en tant que société consciente de cela, nous devons
proposer des solutions et surtout les mettre en œuvre. Parce qu'il y a une loi d'orientation sociale qui a été votée, adoptée en 2010, un décret ensuite qui a été signé en 2012, mais derrière cela, malheureusement, il n'y a pas eu d'action concrète. Et je profite de l'occasion pour saluer quelques ONG qui travaillent depuis très longtemps dans l'ombre sur ces problématiques-là, handicap international, des associations par-ci, par-là, qui interviennent avec leurs propres moyens. Mais ce qu'il faut conjuguer toutes ces forces-là et proposer quelque chose pour le pays. Et ça, c'est un débat de société que nous devons poser. Inclusif aussi. Voilà, un débat inclusif. Toutes les couches sociales, quelle que soit leur origine et quel que soit surtout leur niveau d'handicap, doivent être impliquées. Surtout qu'il y a des handicaps qui n'empêchent pas de pouvoir travailler. Si je prends par exemple la dyslexie, qui est un handicap qui empêche, qui empêche de lire ou qui provoque des troubles de lecture, ça n'empêche pas pourtant à l'individu de penser clairement et d'exercer des prestations intellectuelles. Donc, ça doit pouvoir, des dyslexiques doivent pouvoir s'insérer facilement dans nos entreprises. Donc, ce sont des questions sur lesquelles Subdeco travaille beaucoup. D'ailleurs, nous allons créer notre fondation bientôt. Beaucoup d'entreprises partenaires, d'ailleurs, vont adhérer au conseil d'administration de cette fondation qui va vraiment œuvrer sur ces questions de responsabilité sociétale, sur ces questions d'handicap et pouvoir proposer et réfléchir. Donc, des enseignants-chercheurs vont se regrouper et proposer des études, proposer des solutions, des projets à mettre en œuvre pour nos gouvernants et pour notre secteur privé. Oui, c'est important. Justement, je vais citer l'exemple de la France, par exemple, qui depuis les années 2000 a obligé les employeurs privés et publics à embaucher des travailleurs handicapés dans la proportion peut-être de 6% minimum de leur effectif. La France et les pays développés ont déjà réglé ce problème. Mais quand je vous entends parler, moi, personnellement, j'ai l'impression que le dispositif mis par l'État du Sénégal pour la prise en charge de ces personnes handicapées n'est pas performant, qu'il y a des choses à faire. Vous êtes dans le privé, c'est bien, mais c'est l'État qui légifère. Absolument. L'État doit s'impliquer de plus en plus. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions. Maintenant, il faut qu'on passe à l'action et qu'on pose des jalons. Je lisais un article il n'y a pas longtemps de cela où j'entendais je lisais un aveugle qui mettait en avant le fait qu'il avait honte. C'était une question de dignité d'aller manger. Pour lui, il ne pouvait pas concevoir le fait de manger. Et c'est ça, ce qui est subreptice dans cela, c'est que nous poussons les handicapés à ne pas les prendre en compte, à se retrouver dans la rue, à manger. Et derrière, nous leur proposons rien du tout. Lorsque le Sénégalais lambda, par exemple, se plaint de dire, bon, il y a trop de mendiants, mais derrière, qu'est-ce qui est fait pour empêcher justement ces personnes handicapées d'aller manger? Il n'y a aucune prise en charge. Et c'est ça la réalité. Donc, comme vous le dites, il faut maintenant passer à l'action. Il faut une concertation de tous les acteurs. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas penser que l'État tout seul peut résoudre le problème. Bien sûr. Parce que qui parle d'insertion professionnelle parle d'entreprises qui sont prêtes à embaucher. Oui, surtout le privé. Surtout le privé, mais encore faut-il les associer aux discussions et projets. Je sais qu'il y a eu des propositions qui ont été faites par le ministère du Travail, notamment concernant, un peu à l'image des États-Unis, avec l'affirmative action, c'est la discrimination positive, qui fait en sorte que des entreprises s'engagent sur un certain nombre, en fonction de leur nombre de salariés, d'engager un certain nombre d'handicapés. Ça, ce sont des avant-projets, des discussions. Maintenant, il faut que ce soit réel et mesurable. C'est ça le sens de l'action des différentes parties, c'est de pouvoir mesurer ces actions et d'avoir des résultats concrets aujourd'hui. Voilà. Les personnes avec un handicap sont souvent marginalisées. C'est une triste réalité, en tout cas dans nos pays, ici en Afrique. C'est vrai qu'on voit ces phénomènes de moins en moins dans les pays développés parce que, par exemple, en France ou aux États-Unis, on verra, par exemple, un trisomique professeur de mathématiques. Par exemple, ici, les trisomiques sont vraiment marginalisés. Voilà. Maintenant, cette situation résulte-t-elle d'une discrimination initiale dans les principaux domaines de la vie sociale ou de la citoyenneté? On aimerait comprendre, selon vous. Écoutez, c'est-à-dire que nous sommes encore, malheureusement, dans notre façon de faire aux années 50. C'est-à-dire que nous n'avons pas évolué avec le monde. Il y a des problématiques à prendre en compte. Le mal est profond, apparemment. Absolument, parce que je l'ai dit tout à l'heure, un enfant qui naît est
handicapé ou qui a ou qui construit et qui développe un handicap, il est dès le départ mis à l'écart. Et parfois même, sa mère est mise à l'écart. Absolument. Sa mère est mise à l'écart. Son environnement, déjà avant même d'aller à l'école, si jamais il part, s'il a la chance d'y aller, il est déjà ostracisé. Et c'est ça le drame. Il faut que nous sortions de cette tragédie-là, parce que moi je l'appelle une tragédie, parce qu'on n'offre pas un avenir à un handicapé qui automatiquement va se retrouver dépendant et surtout peut se retrouver dans la rue, en train de manger, à la merci de toutes les drames possibles qui peuvent lui arriver. Et c'est ça le sens de l'action. Je voudrais que ce débat puisse aboutir à des résultats clairs et pouvoir offrir un avenir à ces personnes souffrant d'un handicap, et qu'on puisse de plus en plus retrouver d'abord des constructions dans l'aménagement de l'espace des entreprises, des espaces handicapés. Dans les pays développés, c'est évident, personne n'y pense. Même pour le transport, quelque chose de tellement basique. Il y a toujours un espace aménagé pour les handicapés. Il y a des parkings, des espaces de parking, des toilettes. Tout est fait pour que l'handicapé soit pris en compte. Mais nous, à l'heure actuelle, nous n'y pensons pas. Je travaille avec beaucoup d'architectes dans le cadre, par exemple, de construction de bâtiments, mais ils n'y pensent même pas dans les plans d'exécution de projets. Certains, évidemment, le font, mais la plus grande majorité n'y pense même pas. Que faudrait-il faire pour changer cette approche ? Pour moi, à mon avis, il faudrait une concertation, je l'ai dit tantôt, de tous les acteurs. Et de poser un débat de société. J'insiste sur ce mot-là parce qu'une société, à un moment donné, doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui est acceptable ou qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Et de dire, nous, en tant que Sénégalais, nous n'acceptons pas de laisser en rade les handicapés. Nous leur donnons un avenir, nous les mettons dans des conditions qui vont leur permettre d'avoir une profession, un métier, et quel que soit leur handicap, de pouvoir avoir un métier et de pouvoir être subsistant et subvenir à leurs propres besoins et d'être indépendants. Et c'est ça, je pense que les propositions qui doivent être faites, les propositions légales, ça c'est très facile. Oui. De se réunir, de voter des lois, ça tout le monde peut le faire. Mais derrière, de mettre en place un budget, de mettre en place des mesures et de suivre ces mesures-là. Et c'est ça, je pense, où il faut orienter nos actions. Et en engagement personnel aussi. Tout à l'heure, vous avez parlé des architectes. Oui. Donc ça, c'est de la citoyenneté, je pense. Un architecte qui bâtit peut-être une école ou un édifice, quelque chose du genre, peut-être en mettant le plan, penser à cette couche vulnérable. Chaque personne est libre de se déplacer, mais c'est un problème. Même dans les bus, ils ont du mal à se déplacer. Un handicap qui veut aller à l'école, déjà, pour trouver un moyen de transport, pour y accéder facilement, pour y aller, c'est un problème. Tout à fait. Non, c'est un problème. Il y en a qui se battent, mais qui n'ont pas les mécanismes qu'il faut pour vraiment mener à bien leur combat aussi. C'est compliqué. Tout à fait. Et ce qui est encore plus dramatique, et que les gens oublient, c'est que tout le monde peut devenir handicapé. Les gens oublient ça. Le portrait l'a montré, le portrait d'Ibrahim Makar. C'est-à-dire que, je ne le souhaite à personne évidemment, mais un accident est vite arrivé et on se retrouve dans une situation où on a une mobilité réduite. Et là, maintenant, on se met dans la peau d'un handicapé. Et on voit les difficultés qu'il éprouve toute la journée. Et comme ça peut arriver à tout le monde, il est grand temps maintenant de mettre en place des actions où toutes ces couches sociales, toutes ces classes vont pouvoir avoir un avenir et vont pouvoir avoir des solutions à leurs problématiques. Je cite l'exemple des aveugles de Thiaroye. Oui. À Thiaroye, il y a des associations d'aveugles où nos étudiants, par exemple, avaient travaillé avec ces associations d'aveugles pour leur proposer, qui évoluaient dans le domaine de l'artisanat, ils concevaient des corbeilles, et ils ont aidé ces aveugles à pouvoir avoir accès à des marchés, à pouvoir travailler avec, par exemple, la mairie de Dakar, qui ont pu acheter ces corbeilles-là, et en fait leur donner des sources de revenus. Mais des sources de revenus, ils ont exercé leur métier, construire... Ce n'est pas en tendant la main. Voilà, ce n'est pas en tendant la main, c'est en tissant leurs corbeilles, ils ont réussi à vendre à des marchés. Et c'est ça qui est important. Il faut donner la main, en fait, à ces personnes-là et les prendre en compte dans la vie de tous les jours. Voilà. Le manque de qualification et de compétences professionnelles, est-ce une première cause de discrimination de ces personnes handicapées sur le marché du travail aussi? C'est ça, tout se tient. C'est-à-dire que si tu n'as pas de métier, tu ne peux pas, malheureusement pas, être inséré. Il faut former à bas âge
Et se dire que nous éviter le plus possible d'ostraciser dès la naissance, parce que tout se tient. C'est-à-dire que il faut savoir que dans le monde, par exemple, il y a à peu près 1 milliard d'handicapés, c'est-à-dire un enfant sur 10 est handicapé. Et 88% de ces handicapés sont dans les pays en voie de développement, nos pays. Oui. Donc, vous prenez 10 enfants, sur 10 enfants, il y en a un qui est handicapé. Donc, la problématique, plus l'environnement social est difficile, moins il y a d'assistance médicale et plus le risque de devenir handicapé est important. Donc c'est là qu'on doit commencer à agir, à la base, c'est-à-dire pouvoir prendre en charge très tôt et ne pas dire « Ah, c'est handicapé, c'est fini, c'est foutu, on ne peut plus intervenir ». Ah non, il faut dès le bas âge mettre en place ces solutions déjà médicales de prise en charge. Ensuite, au niveau du primaire, des classes de primaire, qu'est-ce qu'on propose aux personnes handicapées ? Souvent, dans des communautés rurales, dans des collectivités rurales, et même dans des grandes villes, dans des grandes agglomérations, on dit, bon, il est handicapé, il ne peut pas aller à l'école, c'est compliqué. Donc déjà, la famille même l'exclut et l'empêche de pouvoir bénéficier d'une éducation minimale. Et donc, c'est de là où le problème commence. Ensuite, l'individu évolue, il commence à avoir des besoins, il va arriver à un âge où il va soit aller manger dans la rue ou alors se laisser aller ou dépendre totalement de sa famille. Et c'est ça le drame. Mais il faudrait un accompagnement psychologique, vous l'avez dit, l'exclusion commence au sein de la famille. Et il faut un changement de perception aussi. Et on ne peut pas parler de développement sans changement de mentalité, ça c'est clair. Tout à fait. Donc, d'accord, les centres de formation, d'accord, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le mal est profond. Et peut-être avoir des relais, des spécialistes qui s'approchent, qui recensent ces familles-là et leur expliquer que, comme vous l'avez, rien n'est perdu. Cet enfant a un bel avenir. C'est ça. Il faut faire effectivement cette approche, cette démarche-là, mais également voir les best practices dans les pays développés. Comment les pays développés ont pris en charge la question de l'handicap. Avec nos moyens, nous sommes un pays en voie de développement, mais ce n'est pas une raison. Souvent, on prend la pauvreté comme prétexte pour ne rien faire. C'est-à-dire, on se dit, on est pauvre, bon, point à la ligne, on laisse les gens, entre guillemets, mourir, ou on les laisse dans leur tragédie. Mais non, c'est-à-dire, même si on est pauvre, et ça, je reprends la citation d'un de mes amis qui disait que, moi, ce qui m'étonne en Afrique, c'est que on est pauvre et on utilise ça comme prétexte pour avoir des habits sales. C'est-à-dire qu'on peut être pauvre, mais au moins ce qu'on porte soit propre. Oui, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas cela. C'est-à-dire qu'il y a des principes qu'il faut poser. Et nous, dans nos pays en voie de développement, nous devons dire, avec les moyens que nous avons, voilà les mesures que nous allons prendre pour prendre en charge la question de l'handicap dans toutes ses formes et apporter une solution. Et encore une fois, on ne peut pas éradiquer et à nous tout seuls cette question-là. Mais au moins commencer à mettre des jalons, commencer à prendre des mesures, commencer à impliquer le secteur privé. Et le secteur privé, il y a des entreprises qui ont les moyens aujourd'hui de recruter des personnes handicapées. Moi, en tant que directeur d'école, je suis en contact permanent avec ces entreprises-là. Et malheureusement, je sais qu'elles ont des politiques RSE, elles ont envie de pouvoir apporter une contribution, mais là, c'est-à-dire que la question de l'handicap ne vient pas à l'esprit. Quand on parle de responsabilité sociétale, on pense à beaucoup de choses, sauf cette question-là. Et c'est juste le fait de mettre au centre du débat la question de l'handicap qui va faire en sorte que les entreprises, il y a quelques entreprises, je dois dire, qui font quelques efforts, comme Citibank, qui quand même recrutent. Même Yum Yum, on n'est pas en train de faire une publicité, mais quand les choses vont bien, il faut les dire. Par exemple, Yum Yum recrute des agents qui sont des trisomiques. Vous voyez. C'est innovant. Voilà, donc c'est une question de volonté. C'est tout simplement cela. Offrir à ces personnes une possibilité de s'insérer
Ça, c'est fondamental. Voilà. À Thiès, par exemple, il y a des enfants sourds-muets non scolarisés, laissés à eux-mêmes. Des bonnes volontés se sont levées pour plaider leur cause à travers un reportage que nous allons écouter qui porte la signature de notre correspondant permanent dans la capitale du rail, Isidore Alexandre Sen. Nous l'écoutons. La Maison de la pédagogie, de l'image et du numérique d'Araï Sembène interpelle le président de la République Macky Sall à prendre en considération les questions liées à la prise en charge et à la protection des enfants de la rue dans son nouveau plan quinquennal. Adja Magnang, écrivaine et gérante de l'établissement d'Araï Sembène. Monsieur le président de la République, son Excellence Macky Sall, que la vitesse vertigineuse du train de l'émergence ne laisse pas les enfants du Sénégal dans le vide de la rue. Monsieur le Président, que le bruit du train de l'émergence ne prive pas les sourds-muets du Sénégal de leur droit à la scolarisation et à l'information. Ici, l'on pense également aux enfants sourds-muets et aux déficients mentaux souvent laissés à eux-mêmes. Que le train de l'émergence ne brade pas les déficients mentaux du Sénégal dans les ordures de la rue dépourvus d'humanisme. Les sourds-muets du Sénégal réclament le droit à l'information, à la scolarisation et à la formation, logés dans un futur centre national d'apprentissage du langage des signes, avec un suivi rigoureux et une insertion professionnelle fort possible. Les déficients mentaux du Sénégal de la rue publique réclament un droit à la dignité humaine par la mise en place des centres sociaux médicaux, sources d'abri, d'alimentation saine. Les responsables de Daraï Sembène, maison de la pédagogie de l'image et du numérique, invitent les pouvoirs publics à être plus regardants sur ces handicapés physiques qui, au plan intellectuel, peuvent valoir bien des satisfactions à la société sénégalaise dans son ensemble. Isidore Alexandre Sen, Thiès, iRadio. Merci infiniment à Isidore Alexandre Sen. Je vous ai vu acquiescer. Oui, tout à fait, parce que ça, c'est justement la réflexion de votre journaliste, de votre correspondant, m'a fait penser à... parce que dans le monde, il y a beaucoup de personnes handicapées qui ont, à cause de leur handicap, qui ont développé d'autres aptitudes intellectuelles. Parce qu'ils ont su, par exemple, qu'ils ne pouvaient pas marcher. Ça leur a permis, par exemple, de devenir des grands musiciens. Oui. Ça leur a permis de devenir des grands mathématiciens, des grands intellectuels. Et pourtant, ils sont handicapés. D'artistes plasticiens, on en voit. Ou d'artistes plasticiens. Et le message qu'il faut envoyer, c'est que l'handicap n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut développer maintenant cette façon de réfléchir, cette façon de penser pour dire il y a un avenir pour l'handicap. Et il y a des preuves, il y a des réalisations, il y a des gens, je pense à Stevie Wonder, ou même notre Stevie Wonder national, Pape Niang. Il y a des possibilités. Les exemples ne manquent pas. Les exemples ne manquent pas. Et c'est ça le message d'espoir qu'il faut, et puis encourager ces associations qui œuvrent dans le déni le plus total et avec leurs propres moyens. C'est fondamental. Handicap international, je l'ai cité tout à l'heure, il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans l'ombre et qui ont à faire des difficultés, mais on ne peut même pas imaginer. Et tout ça pour prendre en compte la question de l'handicap. Mais quand on a écouté le reportage, la problématique de la formation est revenue. Et maintenant, quand on parle de formation, il faut aussi parallèlement les enseignants qualifiés pour accompagner. C'est important. Tout à fait. Alors, ça, vous avez touché du doigt un problème important. C'est qu'aussi, dans la formation, il n'y a pas assez de personnes qui ont elles-mêmes subi des formations de formateurs pour pouvoir prendre en charge ces personnes. Parce qu'en Europe, par exemple, il y a les formateurs dans les écoles spécialisées. Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, il faut bénéficier de ces formations-là. Il faut mettre en place tout un système de prise en charge de la formation de l'handicap et à les former ou faire venir des formateurs qui vont pouvoir former nos formateurs ici sur place sur cette question-là. Et vous l'avez dit aussi, c'est une volonté politique, ça joue beaucoup. L'organisation de cette question-là, de cette prise en charge de cette question, doit d'abord venir d'une volonté politique réelle. C'est l'État qui légifère. Une fois que c'est fait, tout le reste des acteurs vont pouvoir se mettre autour de la table et pouvoir apporter des réponses. Voilà, il y a un autre problème, le retard gigantesque dans une économie où les recrutements se font le plus souvent sur la base aussi de diplômes et de formations professionnelles. Cela aussi exclut quelque part cette couche vulnérable. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, bon, il faut savoir que maintenant, le monde de la formation professionnelle évolue. Oui. Il y a des certifications professionnelles qui vont de plus en plus être
mises en place. Et il y a les formations effectivement diplômantes, mais on le voit avec les ISEP, la formation professionnelle va être au centre du débat maintenant, parce que tout le monde ne peut pas aller à l'université, tout le monde ne peut pas être ingénieur. Il faut bien, à un moment donné, que toutes les couches de la société puissent pouvoir avoir un type de profil clair qui est destiné à des métiers bien spécifiques. Donc, lorsque vous parlez de la formation des formateurs, je pense que c'est essentiel. Ensuite, les diplômes et les certificats qui vont attester de les compétences de des personnes handicapées sont évidemment aussi à prendre en compte. Oui, mais ça, encore une fois, en amont, il faut une formation. Oui. Puisque le recruteur est très regardant sur le cursus, sur le parcours et sur l'expérience professionnelle. Bien sûr, il faut une formation. Il faut qu'ils soient dans les conditions de pouvoir recevoir cette formation. Mais encore une fois, il faut leur donner cette opportunité-là. Créer des formations adaptées, parce que vous l'avez dit. Encore que je pense qu'il faut éviter de les exclure, parce que je pense qu'il faut les mettre dans les mêmes classes que tout le monde, qu'avec les autres. Pour éviter qu'ils sentent la différence. Voilà, qu'ils sentent la différence. Mais à côté de ça, qu'il y ait une prise en charge, un accompagnement de ces personnes, à côté des formations dont ils vont bénéficier avec le reste de la société. Il faut un accompagnement supplémentaire. Mais cela dit, parce que dès le bas âge, il faut qu'ils se sentent faire partie, il faut qu'ils sentent qu'ils font partie de la société comme les autres. Ils ont accès, c'est pas parce qu'ils sont handicapés que pour autant, même s'ils vont être recrutés en entreprise, qu'ils ont été recrutés parce qu'ils sont handicapés et non pas par leurs compétences. Et c'est ça qui est important. Voilà, comme on a l'habitude de lire, nous sommes dans un monde connecté, il y a l'intelligence artificielle. Peut-être avec cette nouvelle donne, cela pourrait aider cette couche vulnérable, encore une fois, à s'intégrer dans le milieu professionnel. Tout à fait. Oui. Mais oui, parce qu'il y a de nouveaux métiers qui sont en train de se créer. Je pense par exemple au télétravail. Beaucoup de personnes maintenant travaillent sur des missions ponctuelles à domicile. Donc ça facilite évidemment le travail pour des personnes à mobilité réduite. Donc il y a de nouvelles formes de métiers qui sont en train de se créer progressivement et qui vont de plus en plus donner la possibilité aux personnes avec un handicap de pouvoir avoir des revenus stables. Et le numérique est fondamental. Maintenant, le numérique va permettre... il y a beaucoup de spécialistes qui disent que la plupart des métiers de demain n'existent pas encore. Dans 10 ans, il y aura 80% des métiers qui n'existent pas encore, qui seront créés dans 10 ans. Donc, ça donne de l'espoir aussi à ces personnes-là. Mais encore faut-il qu'ils arrivent au stade de pouvoir bénéficier d'une formation. Parce qu'il y a plusieurs stades. J'ai parlé de l'éducation de base, de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et professionnel. Donc, une fois que ils ont passé tous ces écueils-là, ils vont pouvoir bénéficier de ces nouvelles formations du numérique ou des formations des métiers de demain. Voilà. Une personne avec un handicap et l'entrepreneuriat, c'est bien possible. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est en fait la voie qui reste, étant donné qu'ils ont peu accès à la formation professionnelle, beaucoup se tournent à l'entrepreneuriat. Un peu par défaut, je dirais, pour beaucoup. Oui. Mais je pense qu'il faut un tout. Il faut pouvoir encourager ces personnes handicapées à pouvoir créer leur propre entreprise, à se structurer, mais à côté également pouvoir leur permettre de bénéficier d'une formation professionnelle. Même s'ils font de l'entrepreneuriat, ils doivent maîtriser le métier sur lequel ils vont exercer c'est évident, les deux vont de pair. Les deux vont de pair, donc c'est fondamental. Voilà. Vous êtes féru de football. Vous avez joué un rôle important au sein du club de football de Saint-Louis, c'est AS Linguère, c'est ça? C'est ça. Oui, comme agent de joueur. Et dans votre jeunesse, vous étiez aussi joueur de Navetan à ECG Gibraltar. Voilà, et joueur classé de tennis. L'émission est presque finie. Donc l'actualité, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de football qui a démarré officiellement hier. Les Lions du Sénégal vont croiser le fer avec les Taya Stars de la Tanzanie. Ils vont entrer en compétition ce dimanche. Peut-être un mot, un pronostic ou un mot d'encouragement puisque vous êtes féru de football et que vous vous y connaissez bien. Oui, bien sûr, on est tous avec nos Lions. Oui. On attend une victoire, une victoire
Moi, je fais un pronostic de 3-0, sans vouloir manquer de respect à la Tanzanie. Oui. Mais nous espérons que nous viendrons à bout de la Tanzanie et que nous serons vainqueurs du groupe. Et puis, on verra pour la suite. Voilà, croisons les doigts et puis espérons qu'on gagne cette coupe et qu'on la ramène ici. Amine, comme on dit. Amine. Vous étiez aussi agent. Dites-nous en un ou deux mots le métier d'agent de ces... Alors, non, en fait, je participais à la vente de joueurs du club de la Un business florissant business difficile. Un business difficile. Et effectivement, j'étais très impliqué dans la vente et de joueurs, de leur permettre d'avoir des possibilités de pouvoir rejoindre un grand club en Europe. Et quelques-uns ont réussi. Donc c'est aussi une satisfaction. Mais c'est un métier très très difficile. D'ailleurs que j'ai arrêté depuis. Mais effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'espoir autour de ça. Beaucoup d'attentes. D'abord du joueur, de toute sa famille, de tout son entourage. Non, moi je pourrais écrire un livre sur ça. J'ai tellement d'histoires à raconter sur ce sujet. Il ne faut pas nous priver de ces histoires. C'est ça. À Business Mag, je vous avais soufflé en off qu'on a un quiz et que c'est un exercice auquel tous les invités y passent. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Super. Donc, première question. Je suis née le 26 septembre 1981 dans l'État de Michigan. Je suis sportif de haut niveau. Qui suis-je? Dans l'État de Michigan? Michael Phelps? Non, c'est Serena Williams. Ah, Serena Williams, ok. Vous avez perdu. Deuxième question. La zone CEDEAO veut une monnaie unique. D'ailleurs, une réunion des ministres s'est tenue cette semaine en Côte d'Ivoire. Quel nom a été retenu pour la future monnaie? ECO. Super. Une autre question. Qui fut le premier président des États-Unis d'Amérique? Ça, c'est une question cadeau. C'est Abraham Lincoln. George Washington. Ah, George Washington. Vous avez perdu. Ouais. Quatrième question. Quel pays à l'échelle mondiale détient les plus importantes réserves de pétrole? L'Arabie Saoudite. C'est le Venezuela. Ah. Oui. Dernière question. Le sigle SMIC. Le salaire minimum interprofessionnel garanti. Super, vous avez fini en beauté. Merci Abdoulaziz. C'est une rubrique, je tiens à préciser que c'est une rubrique pédagogique mais ludique aussi pour sortir un peu du cadre. Oui, en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint du groupe Subdeco Dakar. Vous êtes également le vice-président de la Chambre américaine de commerce au Sénégal. Merci Abdoulaziz d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je vous encourage pour continuer cette émission qui est une émission très intéressante pour le monde des affaires. Merci. Et bravo. Merci, bravo à vous aussi et bravo au combat et à l'intérêt que vous portez aux personnes handicapées. Dans un instant, la grande édition de 12h présentée par Antoine Diouf, à la réalisation Awa Diop et Mohamed Kandi, à la technique était Biran Sissé. Merci, à la prochaine sur iRadio et sur ITV. Merci. Merci.